Il est 19h, bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, fini les bousculades devant les établissements scolaires. Les résultats du bac ont été dévoilés ce matin, mais quasiment tous les candidats étaient déjà fixés. Ils sont plus de 81% à décrocher l'examen sans passer par le rattrapage. 15 cas de scarlatine signalés en Martinique depuis le début de l'année. Cela faisait bien 80 ans qu'on n'avait pas vu ça. Une baisse de l'immunité due au confinement successif pourrait expliquer cette soudaine réapparition. Le 4 juillet, c'est l'anniversaire de la CARICOM. 50 ans que les territoires de la Caraïbe se sont rassemblés sous cette entité. Pour l'occasion, les dirigeants ont fait le déplacement à Trinidad, là où tout a commencé. Et puis du football, pour finir. Ce soir, la Martinique joue contre le Costa Rica. Match à suivre en direct sur votre antenne à partir de 20h50. Nous irons voir les supporters qui misent sur une victoire, bien sûr, pour les Matininos. En Martinique, 81,11% des candidats au bac décrochent leur diplôme sans passer par les rattrapages. Les résultats ont été dévoilés ce matin, mais beaucoup de candidats les connaissaient déjà. Résultat, devant le lycée Schellcher, il n'y avait pas beaucoup de monde pour le traditionnel affichage. Le reportage d'Edwin Elderal et William Zebina. L'émotion était au rendez-vous, un instant que les élèves de terminale attendent depuis la fin des épreuves. Au lycée Schellcher, avant l'affichage des résultats, certains candidats étaient très sereins. Je me suis réveillée en me disant que je l'aurais, c'est tout. Stressée par rapport à l'attente, mais sinon, ça va. Bon, rien de spécial, hein. Je me suis juste réveillé et puis j'ai attendu les 10 heures. Sur la route, j'ai regardé les résultats et puis voilà. Ils sont enfin arrivés, même si chez certains les réactions sont retenues, d'autres manifestent leur engouement et leur stress. Non, mais c'est la première brique, maintenant on est en train de construire le reste du mur. Au tout départ, c'était un peu stressant de ne pas voir les résultats. Mais maintenant qu'on a les résultats, bon, on est libéré, ça se passe bien. On peut se dire qu'on est en vacances et puis entamer une nouvelle aventure dans le supérieur. Franchement, je suis super heureux, la famille est contente, je suis content. C'est vraiment la concrétisation d'un projet et c'est le début pour la suite. Rares sont ceux qui se sont déplacés pour voir leurs résultats. Heureusement, les professeurs sont présents pour partager ce moment. L'effervescence que nous avons pu connaître à notre époque n'est plus la même puisque les élèves ont les résultats sur Cyclades avant même que les établissements les connaissent. Mais nous avons quand même des élèves qui obtiennent le bac et qui viennent soutenir leurs camarades et les équipes enseignantes très mobilisées pour accompagner les élèves qui passent au second tour. Certains vont partir et les avoir accompagnés pendant tout ce temps, c'est un lien qui se coupe. La réussite au bac au premier groupe est en hausse. On compte 81% de réussite en 2023 contre 79% en 2022. Certains élèves iront au second tour pour tenter d'obtenir leur diplôme. Une fièvre qui ne passe pas, des nausées, des boutons sur le corps et la langue, c'est peut-être la scarlatine. Plus de 15 cas ont été signalés chez nous depuis le mois de mars. Alors comment expliquer le retour de cette maladie après plus de 80 ans de sommeil? Les explications de Nathalie Duclos-Velpam, elle est directrice déléguée à la veille et à la sécurité sanitaire de l'ARS, interrogée par Franck Zozor et Fabienne Léonce. L'alerte nous avait déjà été envoyée depuis décembre 2022 par Santé publique France, qui avait observé dans le monde entier, notamment en particulier au Royaume-Uni, en Espagne, aux Pays-Bas, même aux États-Unis, déjà des cas d'infection invasive à streptocoque de groupe A. Donc c'est quelque chose qui est connu, qui se soigne. On observe depuis mars 2023 à peu près une quinzaine d'angines, une quinzaine de cas de scarlatine chez les enfants. Donc c'est quelque chose effectivement qui est inhabituel, mais qui est maîtrisé. Ça reste une pathologie bénigne qui est bien soignée quand elle est prise à temps. Ce sont deux maladies qui ont pour origine le même germe, qui est le streptocoque de groupe A. Néanmoins, la scarlatine touche plutôt les enfants. Et c'est vrai que les signes cliniques sont assez similaires. Donc ça peut être une fièvre élevée, 38-39 degrés, des ganglions au niveau du cou, la gorge qui est douloureuse, la langue qui est rouge. Voilà, ce sont des signes cliniques qui sont assez similaires au départ, en tout cas pour les deux pathologies.
Les personnes sensibles, telles que les femmes enceintes ou les personnes qui présentent des déficits immunitaires, quand ils sont au contact de personnes qui présentent ces pathologies, ils peuvent à leur tour la développer et avoir aussi des formes graves qui les amènent à l'hôpital. Donc c'est vrai que dans ce contexte de recrudescence de ces infections à streptocoque A, il convient pour ces personnes en particulier d'être présentes et de respecter un certain nombre de précautions quand elles sont dans l'entourage de ces personnes. Donc mettre le masque, tousser dans le pli du coude quand les personnes sont malades, le lavage des mains régulier, voilà, ce sont des choses qu'on connaît puisqu'on les a toutes mises en œuvre pendant la Covid-19. Ce mouvement de colère des agents de sécurité de Fort-de-France, ils dénoncent des conditions d'accès au parc floral et menacent d'exercer leur droit de retrait s'ils ne sont pas entendus. Alors, à 2 jours du festival de Fort-de-France, le maire les a reçus pour résoudre rapidement le problème. Caroline Antich-Martin et Marc-François Calmeau. Voici le portail de la discorde. Situé à l'entrée principale du parc culturel Aimé Césaire, il ne fonctionne plus correctement depuis 6 ans. De l'avis des agents de prévention et de sécurité sur la voie publique, ce dysfonctionnement met le personnel et le public en danger. Depuis 1 mois, ils menacent d'exercer leur droit de retrait. Ce portail qui ne s'ouvre pas, et puis donc les agents sont obligés d'insister pour ouvrir le portail, et ça peut basculer de droite ou de gauche et causer un accident grave. Ce matin, les agents ont été reçus par le maire de la ville. Après 3 heures d'échange, Didier Laguerre s'engage à tout mettre en œuvre pour sécuriser le portail avant l'ouverture du Festival de Fort-de-France. Des équipes municipales doivent intervenir dans la journée pour pouvoir assurer un premier fonctionnement du portail, et une entreprise doit intervenir dès jeudi pour poser des bras levés et donc avancer dans les solutions de sécurisation de l'accès au Grand Carbet. À défaut, les agents exerceront leur droit de retrait. Tant qu'on ne parle pas de sécurité, je vais pas te parler de festival. Je préfère encore protéger les agents, protéger les spectateurs, que d'ouvrir un festival et puis il y a des dangers qui existent. Je ne suis pas d'accord sur ça. Moi, je ne fais pas de comparaison. Si le danger persiste, il n'y aura pas d'ouverture du parc floral. Le 52e festival de Fort-de-France débute ce jeudi. Cette manifestation très populaire peut accueillir jusqu'à 15 000 personnes en une seule soirée. Et dans l'après-midi, ce portail a été réparé. Les accès au site sont donc libérés. Le festival de Fort-de-France ne devrait pas être perturbé. La colère monte également dans les rangs de l'entreprise Agro-Piment, filiale de Datex. 2e jour de débrayage pour les salariés. Ils dénoncent un licenciement abusif d'un employé, également candidat aux élections du CSE. Ce matin, ils ont été reçus à l'inspection du travail. L'employé visé, Dominique Bellemin, a réagi. On l'écoute au micro de Marc-François Calmeau. Nous entamons un mouvement de contestation par rapport à la volonté de la direction pour mettre à mal le processus des élections du CSE au sein de l'entreprise. Alors, elle a entamé une procédure de licenciement contre moi, comme je suis désigné être candidat au CSE. Et sa procédure est entachée d'irrégularités. Donc nous avons fait une démarche auprès de l'inspection du travail pour questionner sur le droit. Et donc nous sortons de là confortés. Elle porte un grief pour insuffisance professionnelle, alors qu'elle ne porte aucun fait réel à cette insuffisance professionnelle. Donc, ça n'a pas lieu d'être. Voilà pour ce témoignage. 80 000 tonnes d'invendus toujours consommables sont jetées chaque année en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique. Alors pour lutter contre ce gaspillage alimentaire, une plateforme numérique propose aux entreprises de vendre tous ces produits moitié prix au lieu de les jeter. C'est une Guadeloupéenne qui a lancé ce service et depuis 1 an, il est disponible aussi chez nous. Catherine Gonnet-Cléon et Eddie Belrose. C'est le rituel de Maureen Paulin, vérifier les dates de péremption des produits dans son réfrigérateur. Des DLC dépassés ou pas, elle achète, stocke. Avec 4 enfants à charge, elle a trouvé des astuces. Par rapport à la conjoncture
actuelle. Donc c'est vrai que faut manger sainement 5 fruits et légumes. Ça reste un budget. Donc avec 4 enfants qui aiment manger, qui aiment les fruits, qui aiment les légumes, voilà, c'était une solution. Maureen est une glaneuse, un mot remis au goût du jour par Clécy Jessie Blanquet. Elle a même créé son activité et organisé une communauté. Le glanage, c'est une activité ancestrale qui existe depuis, bien ancestrale. C'était des personnes qui venaient récupérer les fruits et légumes mal aimés après la récolte. Alors, je suis fille agriculteur et la lutte contre le gaspillage alimentaire a toujours été une priorité. Donc j'ai été élevée avec un père qui m'a éduquée, sensibilisée à ne pas gaspiller. Et ma grand-mère me disait à chaque fois, mangez pas qu'à gaspiller. Nous ne sommes pas les plus mauvais élèves. Aux Antilles-Guyane, le gaspillage alimentaire représente entre 12 et 15 kilos par habitant. Cette initiative est donc bienvenue. L'activité s'est développée en Guadeloupe. La Martinique en est à ses balbutiements. 25 entreprises partenaires. Du gagnant-gagnant, mais pas toujours compris des distributeurs. Mais une démarche éco-citoyenne finit les invendus à la poubelle. On peut avoir à 1 €. Du coup, on peut enlever, on peut faire de la confiture. Ça fait moins de gaspillage au lieu de jeter, donc c'est intéressant. En fait, le consommateur, il sait qu'il va trouver vraiment du choix, des produits bio, de qualité quand même, mais à moindre coût, c'est-à-dire à moins 50% dans le Glan Bag. Le Glan Bag, un sac de produits variés choisis par les entreprises partenaires mais dont le consommateur ne sait rien, juste le prix. Objectif, utiliser les produits de saison mal aimés ou en fin de vie. Le fruit et légumes moches, vous pouvez le consommer autrement. On les invite à transformer les fruits et légumes mal aimés, j'aime pas dire moches, mal aimés, mais également les produits, les invendus à date limite de consommation également. On les invite à les consommer autrement. Un yaourt, par exemple, le transformer en produit de beauté. Le glanage s'étend jusqu'aux fleurs et même aux pâtisseries. Une double récompense, assouvir parfois sa gourmandise et réaliser un geste éco-citoyen. Allez, prenons la direction du Prêcheur à présent, où l'érosion menace plusieurs dizaines de logements. Pour reloger les familles, la ville prévoit de construire tout un quartier à l'intérieur des terres. Le reportage d'Edwin Elderal et Christelle Sivat. Ils sont à la limite du débordement. La montée des eaux et l'érosion menacent les Préchotins. Les habitants du littoral essaient de survivre à cette situation avec les moyens du bord. Nous venons nous famille ou nous y prenons maison nous parce que c'est limite déjà les nous. Interdit nous faire maison. Mais là on porte la mer, on est en richesse. On peut mettre à peu près là qu'on a moyen de là. Voilà qu'on a dit. C'est là ça doit être. Grâce aux murs de pierre, certains arrivent à diminuer les montées d'eau. Même astuce pour ce restaurateur, pourtant les pertes dues au mauvais temps s'accumulent et les moyens utilisés ne suffisent plus. C'est souvent qu'on est cassé par les grosses vagues. Donc c'est toujours une semaine de perdu, c'est toujours 15 jours d'arrêt. Voilà quoi, et ça c'est depuis 20 ans que je suis là, je le subis. Plusieurs projets sont retenus par la ville du Prêcheur. Le futur lieu de vie est présenté lors d'une réunion entre les Préchotins et les élus. Ça fait quand même 5 ans qu'on chemine, de réunion en réunion. Donc les choses, on a déjà fait beaucoup, mais il reste encore beaucoup à faire. Donc mais les choses avancent. Un projet novateur avec des matériaux disponibles sur le territoire. Il y a un autre projet qui sont les prototypes de logement, ce qu'on appelle le projet Habitat Renouvelé. Et là ont été retenus 4 projets qui sont 4 prototypes de logement qui mobilisent des filières biosourcées et géosourcées locales, martiniquaises. Le bois, le mahogany, ce qu'on appelle les murs de pierre confinés, ce sont des sortes de gabions en pierre qui viennent du Lahar, le bambou, la terre crue. Ce nouveau projet comprend 350 logements. Le nouveau quartier sera situé à Préville-Caze-Roland. Il devrait également accueillir des commerces actuellement situés sur le littoral, ainsi que l'école primaire du Prêcheur. La Caraïbe est en fête en ce 4 juillet 2023. Voilà 50 ans que nos territoires se sont assemblés en communauté. La CARICOM célèbre donc cet anniversaire en grande pompe à Chaguaramas, ville de Trinidad et Tobago. C'est là que le traité fondateur a été signé. Le récit de Kelly Pujard. S'il fallait rappeler que les symboles sont importants en politique, la cérémonie de ce 4 juillet en serait le parfait exemple. Pour célébrer les 50 ans de la CARICOM, ni gâteau ni bougie, plutôt la plantation de 6 arbres
Et pas question pour les chefs de gouvernement d'y renoncer, malgré la pluie battante. Au moment où nous parlons, une onde tropicale affecte les Caraïbes orientales. C'est toujours une période inconfortable et anxiogène pour nous tous. C'est pourquoi il est essentiel que des mesures soient prises sur tout ce qui concerne le changement climatique. Nous n'avons pas le choix. Changement climatique, éducation, des thèmes qui figurent peut-être dans une lettre signée plus tôt par tous les dirigeants des pays membres de la CARICOM. Un message adressé à leurs successeurs. Il a été scellé dans une capsule temporelle pour les 50 prochaines années à Chaguaramas, la ville trinidadienne où le traité fondateur a été signé. Chaguaramas occupe une place particulière dans nos cœurs en raison de son rôle dans la création de la communauté des Caraïbes. La CARICOM inclut le Suriname et Haïti. Aujourd'hui, nous avons hâte d'accueillir la Martinique et les Antilles néerlandaises. En 1973, les dirigeants de Trinidad, de la Barbade, du Guyana et de la Jamaïque signaient le traité de Chaguaramas. 50 ans plus tard, la CARICOM compte pour l'instant 15 membres et 5 territoires associés. Le grand jour, c'était la semaine dernière pour l'historienne martiniquaise Sabine Andrivon-Milton, nommée chevalière des arts et des lettres. Une distinction en hommage à son travail de recherche, de création autour de l'histoire et du patrimoine de Martinique. L'article de Jeanne Cazé est à lire sur notre site internet. Comment mieux protéger les tortues pendant cette période de ponte? On a vu chez nous la paille coco pour limiter l'éblouissement. En Guyane, des professionnels de la mer ont délimité une zone de non-pêche pour éviter tout accident avec leurs filets. Le reportage de Jocelyne Elgouache et Franck Fernandez. Au village chinois, une équipe mise en place par le comité régional des pêches sensibilise tous les marins au phénomène appelé arribada. Une période où les concentrations de tortues marines sont observées au large de l'île de Cayenne. Pour éviter des captures accidentelles, les pêcheurs professionnels ne vont plus sur la zone identifiée où les tortues sont présentes par centaines. Le comité des pêches, avec les données qui sont fournies par le CNRS et les données de ponte qui sont fournies par l'association Quata, on a pu déterminer qu'il y avait un certain ordre dans les pontes. Donc à partir des premières pontes sur les plages, on a pu voir que si on sautait une lune et on regardait la deuxième et la troisième pleine lune, que les pontes se focalisaient autour de cette deuxième et troisième lune. Du coup, on a fait cette période de non-pêche volontaire et après coup, on a vu qu'on couvrait de 75 à 90% des pontes se passaient dans cette fenêtre. L'activation du réseau Arriba a été mise en place depuis 2020. Une zone volontaire de non-pêche respectée de plus en plus par les professionnels du secteur. À partir de juin jusqu'à août, nous, on s'auto-interdit d'aller pêcher là. Maintenant, il faut que ça suive, il faut que les plaisanciers, que les petits bateaux qui pêchent tranquillement arrêtent d'aller pêcher là pour protéger les tortues. Malgré les efforts déployés par les pêcheurs professionnels, la pêche illégale se poursuit avec ses conséquences sur l'environnement et le milieu marin. Au village chinois, les bateaux de pêche illégaux sont d'ailleurs bien plus nombreux que les légaux. Mais ici, personne ne s'aventure à dénoncer qui que ce soit. En tant que pêcheur professionnel, oui, je suis au courant. Je le sais, je connais la période. Mais après, les autres, je ne sais pas. Quand tu dis les autres, c'est qui? Les autres camarades pêcheurs, les autres pêcheurs, les nouveaux arrivés. Est-ce qu'ils sont conscients des tortues qui viennent au mois de juillet, de juillet, non, on va dire de juin jusqu'à septembre? Est-ce qu'ils sont conscients? Est-ce qu'ils prennent vraiment en compte l'impact que ça peut poser sur l'environnement? Je ne sais pas, c'est à eux de le dire. Selon les organisations environnementales comme le WWF, cette zone de non-pêche a permis depuis 4 ans de sauver des centaines de tortues marines. Le nombre de pontes sur Cayenne et sur Remire-Montjoly a tendance à se maintenir beaucoup plus et beaucoup mieux que ce qu'on constate en parallèle dans l'ouest guyanais, où là les chutes des effectifs sont absolument catastrophiques pour la tortue lutte. Ici à Cayenne et à Remire, on voit un maintien de la tortue olivate, ce qui est une excellente nouvelle, et une chute moins marquée du nombre de pontes de tortue lutte. Ici, autour de Cayenne et Montjoly, c'est vraiment là qu'il peut y avoir un impact de la pêche légale guyanaise. Et c'est pour ça que les efforts en cours de la part du comité des pêches et de tous les membres sont extrêmement importants pour la survie de ces espèces. Le comité des pêches de Guyane est le seul en France ou encore en Europe à avoir mis en place de façon volontaire chaque année une zone de non-pêche pour la protection des tortues marines.
En football à présent, Martinique, Costa Rica, c'est ce soir en Floride. Match commenté en direct sur votre antenne à partir de 20h50. L'enjeu, c'est la place pour les quarts de finale. Les Matininos vont devoir gagner pour y accéder. C'est en tout cas l'espoir de tous les supporters. Christophe Arnerin et Patrick Jean-Guiteau. À quelques heures du choc contre la Martinique et le Costa Rica, match qualificatif pour les quarts de finale de la Gold Cup, nos spécialistes locaux ont déjà un avis bien tranché sur la rencontre. C'est un match à ne pas rater, pour tout l'heure du monde. Ils sont surprenants, le niveau aussi est très relevé, donc franchement, on ne peut que leur envoyer du love et puis beaucoup de force, quoi. Ils devraient avoir un meilleur niveau, mais bon. J'ai joué au foot aussi et j'étais pas plus fort qu'eux, donc voilà. Elle a de la qualité parce que déjà pour se hisser à ce stade de la compétition, je pense qu'il faut déjà avoir de la qualité. Et puis derrière, on espère qu'ils iront le plus loin possible, puisqu'en face, il y a quand même des personnes qui jouent à un haut niveau et qui sont professionnels pour beaucoup d'entre eux. Si Biron était à l'attaque, l'attaque serait plus percutante. Et puis il y a ceux qui voient à travers cette épopée martiniquaise une opportunité économique. J'ai pu échanger avec des clients qui suivent le foot, etc. Mais en termes de chiffres, non, on n'a pas vraiment vu d'évolution particulière. Vous proposez-vous des maillots de l'équipe de Martinique ? Malheureusement, non. C'est dommage d'ailleurs. J'ai fait un appel justement aux personnes concernées, si c'est possible. Donc oui, ça serait bien, je pense, pour nos clients d'avoir à disposition les maillots de l'équipe de Martinique, même de nos frères de la Guadeloupe, etc., de la Caraïbe. Ça serait bien, ça serait top. Bien sûr, nos spécialistes se sont naturellement prêtés au jeu du pronostic. 2-1, au pire 2-2. Allez, 2-1 pour eux. J'aurais aimé qu'ils fassent un match nul ou gagner. 2-1 ce soir. 2-0 pour la Martinique. 2-1 pour la Martinique. Avec un match nul, on est qualifié apparemment, non ? Tout le plaisir, c'est pour nous. Enfin, il y a ceux ce soir qui vont découvrir les Matininos et la Gold Cup. Je sais même pas ce que c'est ce que vous me dites. C'est du football. Ah, et c'est qui ? C'est la Martinique face au Costa Rica. Ah non, faudrait que je dise ça à mon mari, peut-être que ça l'intéressera, mais moi non, je vais pas regarder ça. C'est sur Martinique Première, donc ok, ça marche, je lui dirai. Donc voilà, tout est dit, 20h50 sur Martinique Première. À tout à l'heure donc pour les résultats. 15 jours de préparation intensive pour ensuite tenter d'intégrer les plus prestigieux centres de formation de France. Ce tout nouveau stage de préparation est lancé par l'association Tous au Vestiaire. Ok, donc malheureusement nous n'aurons pas ce sujet, peut-être dans une prochaine édition. On va terminer avec la chorale Arpège qui va nous raconter qu'à dans son prochain spectacle, une centaine de choristes reprennent les plus célèbres titres du groupe mythique demain à Tropicatrium. Pour un avant-goût du spectacle, la caméra d'Eddie Belrose s'est incrustée dans la dernière répétition.
Voilà pour l'avant-goût. Le spectacle, ce sera demain donc à Tropic Atrium. Voilà, c'est la fin de votre journal local. Je vous en rappelle le titre principal, 81,11% de réussite au premier tour du bac. Les résultats ont été dévoilés ce matin. Sans suspense, beaucoup étaient déjà fixés sur leur sort. Devant le lycée Schellcher, les traditionnels tableaux d'affichage n'ont pas attiré grand monde ce matin. 81%, plus de 81% de réussite donc au premier tour. Voilà pour l'actualité locale. Je vous retrouve dans quelques instants pour l'information nationale et internationale. À tout de suite.